Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau bulletin d'idées pour l'histoire, le bulletin numéro 8 déjà, hein, le temps passe vite. Donc aujourd'hui on va traiter on va dire des nouveautés en ce qui concerne mes publications. Alors avant de commencer, comme d'habitude, hein, les petits rappels techniques et pratiques. On met le pouce bleu, on s'abonne, et puis bien évidemment, si on veut, on peut faire un don à cette chaîne via le compte PayPal que j'ai mis maintenant depuis, je crois, 3 bulletins. Je remercie tous ceux qui ont déjà contribué. Je rappelle que pour vous remercier de vos contributions, quel que soit le montant, j'ai commencé, je crois maintenant il y a 15 jours, par envoyer donc un PDF sur une étude de la bataille de Hamburger Hill au Vietnam en 1969. Donc certains l'ont déjà reçu. S'ils veulent faire des retours dans les commentaires, bah, surtout n'hésitez pas, hein, ils sont là à votre disposition pour ça. J'espère que ça vous intéresse et que ça vous plaît. Donc voilà. Je pense que vous avez été aussi assez satisfait de la petite capsule vidéo du week-end dernier concernant ma visite au musée France 40 véhicules à FIM. Hein. Je tiens encore à les remercier pour leur accueil, et puis je leur remets un petit coup de publicité. Hein. Voilà, c'est vraiment un des musées les plus aboutis qu'on puisse trouver aujourd'hui sur la campagne de France de 1940, tant en termes donc de muséographie que de véhicules, d'uniformes, d'armements de toutes sortes. Hein. Donc je vous invite vraiment à aller les voir. Vous serez très bien accueillis par Laurent Vermeau des Roches, hein, le fondateur de ce musée, qui est un vrai passionné de la période et qui la connaît vraiment par cœur. Et puis vous verrez, comme il l'a annoncé dans la petite capsule, au printemps prochain, il y aura une addition au musée qui est en cours aujourd'hui de finalisation, et qui concernera cette fois-ci la Grande Guerre et la bataille de Fismes de 1918. Alors, moi dans la vidéo je lui demandais au mois de mai, parce que mois de mai-juin 1918, l'armée française se repliait face à l'offensive allemande. En fait, le musée, la salle qui sera dédiée à la bataille de Fismes tournera autour de la reconquête de la ville par l'armée américaine à l'été 1918. Voilà. Donc, je vous invite vraiment, si vous allez dans le nord-est de la France, à vous faire un petit arrêt par ce musée. Hein. C'est pas très loin d'une sortie sur l'autoroute A4 quand on se dirige vers Reims. Donc, vous n'hésitez pas à aller là-bas, et puis vous ferez vraiment une très belle visite, une très belle découverte muséographique. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'actualité, alors bien sûr, hein, je vais commencer par reparler comme d'habitude, hein, du 3e Panzerkorps. Hein. Vous pouvez bien évidemment toujours vous le procurer aux éditions Caractère directement. Et puis, on l'a dit maintenant depuis presque un mois, sur le site de la FNAC, sur le site d'Amazon, vous avez aucune difficulté à vous le procurer. Vous pouvez bien sûr passer par votre libraire pour lui passer commande, et vous le recevrez dans des délais qui sont assez courts. Une fois encore, vous n'oubliez pas, si vous pensez que c'est nécessaire, de mettre des commentaires sur les plateformes sur lesquelles il est vendu, si c'est par ce biais-là que vous le procurez. Ça fera toujours du bien, et puis ça sera toujours une bonne occasion de faire du référencement indirect. Voilà, donc hein, je vous rappelle le partage, les commentaires, etc. Tout ça est extrêmement important pour faire connaître cette chaîne. Le nombre d'abonnés ne cesse de croître, pardon, doucement mais sûrement. Donc on continue, hein, parce que c'est le seul moyen de faire grandir l'audience, et puis donc de partager cette vision de l'histoire militaire qui est la mienne, qui est sortie des sentiers battus, et puis qui essaye de revenir sur les découvertes historiographiques les plus récentes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va un peu continuer dans la lignée de la dernière vidéo sur le mythe de la Blitzkrieg. Hein. Donc cette fois-ci ça va être autour
pardon, du magazine Ligne de front numéro 105, dans lequel j'ai commis le dossier sur l'Auftragtaktik, donc qui est vraiment un point central de la doctrine militaire allemande depuis très longtemps. Vous verrez, il y a aussi un article, on en reparlera sur enfin pas un article, mais ni un dossier, mais une grosse présentation, on va dire, sur la guerre sino-japonaise de 1937 à 1945, qui est vraiment un élément qui doit attirer toute notre attention pour déjà d'une part réaliser l'ampleur des sacrifices réalisés par la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi pour mieux comprendre l'actualité d'aujourd'hui et le positionnement de la Chine par rapport à son environnement proche et aussi son environnement lointain vis-à-vis des États-Unis. Donc, ce numéro est en kiosque depuis une petite semaine, donc il va y rester pendant 2 mois, vous avez le temps de vous le procurer. Et donc aujourd'hui, je voulais revenir sur le dossier sur l'Auftragtaktik, puisque c'est donc un des piliers de la pensée militaire allemande. Alors je ne vais pas vous lire l'article, hein, bien évidemment, je vous laisse le soin d'acquérir le numéro et de le faire, mais je vais vous faire une petite présentation de ce concept. Parce que c'est vraiment un point très important pour comprendre euh, d'abord, bien sûr, la pensée militaire allemande, mais aussi pour comprendre ce qu'elle nous a laissé comme héritage au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout d'abord, le concept, c'est, en anglais aujourd'hui, on le traduirait par mission command ou par commandement de mission en français, hein, c'est-à-dire qu'un officier reçoit de la part de sa hiérarchie un ordre de mission, mais dans cet ordre de mission, on va lui donner une directive générale, c'est-à-dire qu'on va lui dire voilà, faut prendre tel village, mais on va lui laisser tel village ou même telle région entre guillemets, hein, c'est pas limité dans l'espace géographique, et on ne va pas préciser les moyens qu'on attend de lui dans la mise en action de cette mission. C'est-à-dire qu'on va lui laisser une autonomie pour mener à bien cette mission, tant dans les forces qu'il va rassembler que de la façon dont il va les utiliser et dans la façon dont il va également réagir à l'évolution de la situation au cours de la mission. C'est-à-dire qu'on considère, les Allemands considèrent que l'officier qui est sur la ligne de front est le plus à même de comprendre la situation et qu'on doit lui laisser une autonomie plus ou moins importante pour achever sa mission et sans avoir à perdre du temps à faire des allers-retours avec la chaîne de commandement, parce que bien évidemment ça peut faire perdre des opportunités, et donc on estime que ces allers-retours pourraient entraver le bon déroulement de cette mission. Alors, on a vu ce concept apparaître sous une forme non doctrinale en filigrane de la pensée militaire germano-prussienne depuis le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, c'est un concept qui commence à apparaître de manière formelle dans les écrits notamment de Von Moltke l'Ancien, hein, donc vous verrez, il y a toutes les références dans l'article. Parce que, bien évidemment, comme on l'a expliqué pour l'art opératif, on a une explosion dans les formes du champ de bataille, hein, c'est-à-dire que l'unité de temps, de lieu est complètement explosée par les effectifs croissants, etc. Et qu'il devient donc de plus en plus important que les commandants d'unités sur le terrain soient capables de réagir, parce que le temps que la chaîne hiérarchique soit consultée ou qu'elle intervienne volontairement ferait perdre énormément de temps et ferait perdre donc des opportunités soit de vaincre, soit de se défendre avec efficacité. Et donc, on va suggérer au sein de l'armée prussienne et puis ensuite de l'armée impériale allemande de développer cette capacité chez les officiers à prendre des initiatives seuls
en fonction donc de ce qu'ils constatent, en fonction de la mission qui leur a été confiée, afin de pouvoir y répondre dans des délais les plus brefs. On pourrait dire quelque part, si on voulait faire une comparaison avec le mode de fonctionnement du corps humain, qu'on crée quelque part des automatismes, hein, c'est-à-dire que l'influx nerveux, quand on parle autrefois, on parlait de réflexe, un arrêt réflexe, hein, pour un gardien de but, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information qui remonte au cerveau et qui redescend ensuite dans les muscles pour produire tel ou tel geste. Là, en fait, ce sera un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à avoir un influx d'informations qui fait des allers-retours avec le système nerveux central. On a une capacité directe, automatique de réaction sur le terrain. Alors, il est clair qu'au niveau tactique, c'est une vision qui a tout à fait son sens. Et comme je l'explique dans l'article, cette capacité de réaction et d'adaptation à la fois d'abord au contexte de la mission, c'est-à-dire que voilà, vous avez un divisionnaire qui va donner un ordre à un colonel d'un régiment pour voilà, donc prendre un village, une hauteur, défendre un secteur, etc. Il va pas forcément avoir à préciser que tel bataillon sera là, telle compagnie sera là, etc. Il laisse ça à la disposition de son subordonné, hein, en ayant toute confiance donc dans ses capacités à employer les moyens à sa disposition correctement. Et puis ensuite, bien évidemment, il va laisser au colonel sur le terrain le soin de réagir par lui-même à l'éventualité donc d'engager ses réserves tant en attaque qu'en défense, d'autoriser des éventuels replis tactiques pour profiter de telle ou telle situation, etc. Hein, donc on est effectivement sur le plan tactique dans une vision qui est tout à fait cohérente, tout à fait en adéquation avec l'évolution de la taille des combats et de la taille des opérations telles qu'on la conçoit donc à la fin du 19e, début du 20e siècle, qui va prendre bien sûr toute son importance au cours de la Grande Guerre, hein, parce que bien évidemment, le chef de détachement d'assaut à Verdun ne va pas avoir le temps de rendre compte jusqu'à l'état-major du Crown Prince de la façon dont il est en train d'aborder les superstructures du fort de Douaumont en temps réel. C'est pas possible. Et donc, il est bien évidemment nécessaire et heureux qu'on laisse à un officier subalterne ou à un officier supérieur sur le terrain le soin seul de décider des choses dans ces limites-là. Le problème de cette approche vient de sa, comment dire, de son acception au sein de l'ensemble de la chaîne hiérarchique allemande, et pas seulement donc sur le terrain pour un officier supérieur type colonel, ou d'un officier subalterne, un commandant de bataillon, un capitaine de compagnie, mais aussi jusqu'à l'échelle du corps d'armée, voire de l'armée. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce, alors j'emploie ce mot-là à dessein entre guillemets pour montrer que c'est un problème, c'est qu'on va avoir une contagion de cet état d'esprit à l'ensemble du corps des officiers et à l'ensemble de la chaîne de responsabilité et de commandement de l'armée allemande. C'est-à-dire qu'on va avoir cette liberté d'initiative, si on peut dire, qui va être laissée, y compris à des commandants d'armée. Et bon, c'est un des premiers ouvrages que j'ai publiés et sur lequel j'aborde cette problématique pour en démontrer les limites à cette échelle-là, à ce niveau-là de commandement, qui est la bataille de la Marne, hein, la première bataille de la Marne en septembre 1914, parce qu'on voit justement à ce moment-là ce niveau d'initiative et ce niveau de liberté avoir un effet complètement contre-productif par rapport à la mission qui a été confiée, en l'occurrence à la première armée von Kluck de l'armée impériale, hein, puisque cette armée avait une mission bien particulière, qui était de mener une flangarde face à l'ouest et face à Paris, notamment lors de la bataille de la Marne, pour laisser la deuxième armée opérer, elle, l'encerclement de l'armée française. Et on voit
tout au long donc des derniers jours d'août 14 et des premiers jours de septembre 1914, on voit le chef de l'état-major de cette armée décider seul, en ayant bien évidemment obtenu l'assentiment de von Kluck, décider seul de mener, non pas la mission qui lui a été confiée, mais de mener l'encerclement à la place de la deuxième armée, sans en référer d'ailleurs à la deuxième armée, sauf très tardivement, quand malheureusement il est trop tard. Donc, je vous invite, je le mettrai en lien, à lire dans le détail les problèmes que cette prise d'initiative justement a donné. Hein, c'est-à-dire que là, on a l'ensemble du plan Schlieffen, si plan il y a eu bien sûr, enfin en tout cas du concept Schlieffen qui tombe par terre à cause entre autres de ça, et qui fait que, bon, comme je le dis entre guillemets pour rire de temps en temps, il n'y a pas eu de miracle sur la Marne. Hein, les Allemands avaient commis eux-mêmes les erreurs qu'ils ne devaient pas commettre pour s'interdire à eux-mêmes la victoire. Hein, voilà. Alors, on revoit ce concept-là encore à l'œuvre de la même manière avec des opérations pendant la Seconde Guerre mondiale, alors avec des fois des succès on pourrait qualifier d'heureux, hein, c'est-à-dire que je reviens dans l'article là-dessus, dans le dossier, sur ce qui s'est passé en mai 1940 sur la Meuse, avec la façon dont Guderian a décidé de désobéir et de prendre des initiatives. Mais comme l'a démontré l'historien et ancien officier de la Bundeswehr Karl-Heinz Frieser, cette prise d'initiative au nom de l'Auftragtaktik a failli déboucher sur un revers, et un revers qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques sur l'ensemble du plan jaune. Donc, encore une fois, on voit que si on est sur l'échelon, on va dire, aller jusqu'au chef de division, de cette liberté d'action, on peut tout à fait le comprendre et on peut tout à fait y trouver son compte, mais dès qu'on passe au niveau du corps d'armée, dès qu'on passe au niveau de l'armée, alors là on va directement dans le mur, et quelque part, de manière paradoxale, le coup de 1940 et de la traversée de la Meuse par Guderian et ses forces va servir de trompe-l'œil, puisque ce succès ne mettra pas en évidence les faiblesses de cette prise d'initiative. Hein, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode de Champ de bataille sur RMC Découverte sur cette campagne, que Guderian a failli se faire, sinon tuer, au moins capturer, par des soldats français, parce que il était, bon, d'une part, alors ça c'est ce que j'expliquais la dernière fois dans le mythe de la Blitzkrieg, très en avant de ses troupes, mais aussi parce que il avait pris une telle initiative qui nécessitait de se mobiliser à l'avant de ses unités, qu'il s'exposait inutilement. Hein. C'est-à-dire que on est dans des concepts où on a un officier qui gère un corps d'armée et qui se comporte comme un chef de bataillon. Parce que justement, pour mener à bien la fameuse Blitzkrieg, entre guillemets, vous l'avez compris, il considérait qu'il fallait être au plus proche de ses troupes, ni plus ni moins comme un chef de bataillon. Et donc on est dans la confusion des genres, aussi bien sur le plan doctrinal que sur le plan de l'application de cette liberté d'action et cette autonomie d'initiative. Et donc ce trompe-l'œil, eh bien, il va le payer très cher, d'abord en Russie, hein, en URSS l'année suivante, puisque là encore, il va considérer qu'il est en capacité de désobéissance, notamment en imposant à tout le monde sa vision à lui, qui est la conquête de Moscou, alors que ça n'a jamais été un objectif défini par Adolf Hitler pour Barbarossa, et qui va agir en conséquence. Donc avec parfois des conséquences fâcheuses sur le développement global du plan de Barbarossa. Donc là encore, je vous invite à lire l'article en détail pour voir comment ça s'articule. Mais surtout, ce qu'on va voir de manière très dommageable pour la Wehrmacht, c'est que ces prises d'initiative, alors bon, j'insiste tout de suite sur une chose, c'est qu'elles ne touchent généralement que les unités blindées mécanisées et les unités
rapide, c'est-à-dire qu'on a toujours de la Auftragtaktik au niveau des compagnies, des bataillons dans l'ensemble de la Wehrmacht quand c'est nécessaire, même si les directives qui sont données par les Truppenführung, les règlements de la Wehrmacht montrent bien qu'on attend d'abord des officiers, y compris subalternes, une obéissance quasi aveugle aux ordres. Hein. On précise bien dans quel cadre la Auftragtaktik est à utiliser. On se rend compte qu'à partir de 1942, quelqu'un va de moins en moins apprécier cette prise d'initiative au niveau donc des corps d'armée, au niveau des armées, c'est Adolf Hitler. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que ces officiers généraux ont cette fâcheuse tendance à employer cet aspect de la doctrine allemande pour, entre guillemets, lui désobéir, avec plus ou moins de succès, comme c'est le cas donc de Guderian à l'été 41, comme ce sera le cas donc de Manstein en février-mars 43, et à partir de la fin 1943, Hitler va rentrer dans une perspective on va dire de bridage, puis ensuite d'interdiction d'emploi de la Auftragtaktik. Et avec un effet pervers, c'est qu'il va aller jusqu'à l'interdire de facto au niveau où il était le plus efficace, où il avait porté le plus de fruits, c'est-à-dire au niveau tactique. On va le voir à ce moment-là, notamment, c'est ce que j'avais mis en lumière et que vous pourrez lire l'année prochaine dans mon travail sur la bataille des Ardennes, c'est-à-dire qu'à la veille de la bataille des Ardennes, la planification de l'opération Herbstnebel pour la contre-offensive allemande, Hitler va s'immiscer jusque, effectivement, dans les directives tactiques de cette offensive, au point d'en limiter toute prise d'initiative. Alors que là, par contre, il est indéniable que c'était vraiment la grande force de la Wehrmacht et notamment de la Panzerwaffe, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier de cet aspect doctrinal pour pouvoir réagir. Hein. La guerre mécanisée, la guerre blindée mécanisée est une guerre de mouvement, de rapidité, de vitesse, qui nécessite qu'effectivement on prenne des initiatives et qu'on mesure presque à la seconde ce qui est en train de se passer sur le terrain pour réagir correctement. Et Hitler, face à la désobéissance des officiers généraux de la Wehrmacht constatée donc en 42, 43, 43 notamment, alors avec succès, c'était le dernier de Manstein devant Kharkov, va décider à la fin 43, quand les succès finalement ne sont plus au rendez-vous, de limiter tout ça, et un an plus tard, on a cette espèce donc de paradoxe terrible, c'est-à-dire qu'on ôte à la Wehrmacht jusqu'à son dernier point fort, et on le verra dans les combats pendant la bataille des Ardennes, à 2 ou 3 reprises, notamment quand on prend l'exemple de Piper, donc de la Kampfgruppe Piper, ou quand on prend des exemples au sein des troupes de la 5e Panzer Armée, on voit qu'il y a des possibilités pour les officiers sur le terrain de prendre au nom de la Auftragtaktik des initiatives qui ont du sens, hein, qui sont tout à fait raisonnables et qui s'inscrivent dans la philosophie générale du plan, mais qui n'ont pas lieu parce que Adolf Hitler a bridé cette capacité et ça aura des conséquences fâcheuses. Alors, bien évidemment, il n'est pas question de dire que ça aura inversé le cours de l'histoire, mais néanmoins, ça aurait pu permettre aux Allemands d'obtenir des succès tactiques à cette occasion plus significatifs, qui auraient posé plus de problèmes aux Anglo-Américains, enfin surtout aux Américains, pour pouvoir rétablir la situation. Hein. Une fois encore, ça ne veut pas dire que le plan de Herbstnebel aurait fini par atteindre même pas Bruxelles et encore moins Anvers. Hein. Donc la question n'est pas là. La question est de dire que les Allemands auraient pu aller un peu plus vite, auraient pu poser des difficultés plus importantes, mais à cause des directives d'Hitler, et ce côté castrateur, eh bien, ils n'ont même plus la possibilité de mettre en œuvre ce concept à ce moment-là. Alors, l'intérêt de cette étude, c'est aussi de démontrer euh, pourquoi, encore aujourd'hui, ce concept a autant, on va dire, suscite autant d'intérêt en Occident. Eh bien, tout simplement parce que, comme pour l'ensemble de l'œuvre, entre guillemets, de la Wehrmacht,
en 1948, 49, 50, avant la résurrection de l'Allemagne en deux États, mais enfin en tout cas d'au moins un dans le camp occidental avec la RFA. On va avoir de la part des Anglo-Américains quelque chose sur lequel je vous ferai bien sûr une émission un jour de manière plus complète, hein, on fera probablement quelque chose d'une heure. On va avoir un phénomène nouveau dans l'histoire, hein, vous connaissez l'adage selon lequel ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et bien là non, les anglo-saxons et les américains en tête vont donner un papier et un crayon aux officiers généraux de la Wehrmacht qui sont tombés entre leurs mains à la fin de la Seconde Guerre mondiale et vont leur demander d'écrire leur version de la guerre à l'Est contre l'Union soviétique pour préparer l'éventuelle confrontation de l'US Army et des forces de l'OTAN avec l'armée rouge. Voilà, donc on va avoir une mise en lumière, une surexposition de l'ensemble des théories qui auraient été les grandes théories victorieuses de la Wehrmacht, la Blitzkrieg, on en a parlé la semaine dernière, et le concept d'Auftragtaktik selon lequel il faut laisser une liberté d'action aux officiers, etc., mais sans jamais mettre en avant la nécessité de limiter sur le terrain, enfin de limiter à la gestion sur le terrain l'application de cette doctrine. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'imaginer, vu le nombre d'échecs constatés quand on parle de corps d'armée, quand on parle d'armée, de l'emploi de cette doctrine par l'armée allemande dans la première moitié du XXe siècle, il est hors de question de dire que c'est un succès, hein, loin de là, au contraire, c'est un désastre quasiment systématique, avec quelques coups de chance sur lesquels malheureusement on a laissé les phares de l'actualité se poser, mais qui pourtant ne représentent rien qui ne soit durable. Hein, une fois encore, hein, la performance, c'est quand on répète un geste, le même geste plusieurs fois avec succès, et là ce n'est absolument pas le cas. Et qu'on a cette confusion entre le tactique et puis l'opératif, hein, parce qu'on n'a pas compris que l'Auftragtaktik, ça ne sert que le niveau tactique et ça ne sert absolument pas, non pas le niveau, mais la gestion opérative des combats. Hein, bien au contraire, ça risque de l'entraver très gravement et donc il faut s'en prévenir. Aujourd'hui, il est dommageable de voir que les armées occidentales et donc de l'OTAN sont toujours marquées par cette fausse analyse, cette analyse, non, le mot faux est trop fort, mais cette analyse erronée de ce qu'est cette doctrine. Hein, effectivement, il faut continuer de l'enseigner au niveau des pelotons, au niveau des chefs de compagnie, au niveau des chefs de bataillon. Elle est vraiment très importante, d'autant plus qu'on est dans une ère aujourd'hui où on a besoin de réagir de plus en plus vite par rapport aux problèmes que nous pose la cybernétique du champ de bataille autour de nous, hein, parce que l'informatique joue un rôle de plus en plus important dans la gestion de l'influx des informations sur le champ de bataille. Donc il faut être de plus en plus capable de répondre à tout ça. Donc il faut faire preuve d'initiative. Maintenant, c'est pareil, cette cybernétique du champ de bataille, permet également de pouvoir rendre compte quasiment instantanément de ce qui se passe. Donc prendre des initiatives sans en référer à la chaîne de commandement, c'est aussi dans des conditions qui sont spéciales. Vous êtes isolé, vous n'avez plus de com, vous êtes dans un secteur où vous avez été séparé de vos matériels de communication, enfin vos moyens de communication, etc. Mais disons qu'aujourd'hui, il est quasiment entendu que n'importe quel chef de peloton peut avoir une communication directe avec un général de division ou un général de corps d'armée dans une armée moderne. Hein, c'est tout à fait envisageable, parce qu'on a les moyens techniques de le faire. Donc la prise d'initiative, là encore, de par l'organisation des choses, va rester sur le plan tactique. C'est-à-dire que oui, pour prendre telle maison, pour défendre tel village, on va rester sur une application de l'initiative du commandant sur le terrain, mais quand on doit gérer autre chose, on a tout à fait la possibilité d'en référer à sa chaîne hiérarchique de manière quasiment instantanée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se prémunir des situations entre guillemets extrêmes, mais enfin, aujourd'hui, il n'y a plus
comme Guderian, l'idée de se couper des communications avec son commandant d'armée. Il n'y a plus toutes ces choses-là qui sont envisageables puisque la technique nous l'interdit quelque part. Voilà. Donc il faut bien comprendre que cette fascination pour l'Auftragtaktik a un intérêt pour l'emploi à l'échelon tactique, mais qu'en ce qui concerne, alors je ne parle même pas de stratégie, mais en ce qui concerne l'art opératif, ça n'a pas de sens, ça n'est pas du tout au menu, et qu'il faudrait revenir à des choses plus raisonnables que cette fascination que je trouve à mes yeux malsaine, tant à l'égard, nous en parlions la semaine dernière, de la Blitzkrieg que de la Auftragtaktik, parce que une fois encore, on est dans cette espèce de mythologie d'une Wehrmacht ou d'une armée allemande avec une pensée supérieure, etc. Alors que bien évidemment, tout ça est vrai. Là encore, à la fin de la guerre, au niveau tactique, les Allemands maîtrisent très bien, on l'a dit, le combat interarmes, la capacité justement d'adapter des groupes de combat interarmes à la mission qui leur est confiée, de manière assez rapide, de créer ces fameuses Kampfgruppe pour pouvoir répondre à une mission particulière dans des délais très courts, mais on doit limiter à cette sphère-là l'intérêt qu'on porte à ces aspects de l'héritage à la fois de la pensée militaire allemande et de la Wehrmacht en particulier. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous recommande, j'ai essayé de vous faire un résumé des grandes lignes, mais je vous recommande vraiment de vous procurer le numéro en kiosque et puis de lire, vous verrez, c'est quand même très dense. J'aborde même les considérations aujourd'hui au sein de la Bundeswehr dans mes conclusions, comment la Bundeswehr, héritière malgré elle de la Wehrmacht, conçoit l'emploi de cet aspect doctrinal aujourd'hui. Vous verrez, c'est intéressant. Donc, allez-y, vous aurez une vision vraiment complète entre ce qu'on a dit la semaine dernière sur la Blitzkrieg et puis cet aspect aujourd'hui. Et je pense, alors peut-être pas la semaine prochaine, parce que vraiment je vais essayer de vous parler de la guerre sino-japonaise et cette fois-ci de manière plus longue, parce que ça vaut vraiment qu'on s'y intéresse longuement pour comprendre ce que ça a été et comprendre la position de la Chine aujourd'hui. Mais donc le dossier sur l'Auftragtaktik, pardon, ça vaut vraiment le détour et c'est vraiment important pour boucler entre guillemets cette séquence qu'on vient de faire entre la vidéo sur l'art opératif, la vidéo sur la Blitzkrieg et puis cette fois-ci cet aspect vraiment essentiel dans la pensée militaire allemande. Voilà, certains me demandaient si j'allais écrire un livre sur l'art opératif, non, mais au moins là vous avez un vrai dossier, je pense, par rapport aux sources que j'ai pu consulter pour écrire cet article. Il n'y a malheureusement aucun papier équivalent en français, ni lointain ni récent, qui aborde de manière synthétique cette question. Donc voilà, je me permets de vraiment mettre en avant mon travail pour vous dire que là, vous avez quelque chose d'assez unique à vous mettre sous les yeux et entre les mains. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle donc le pouce bleu, le partage, les commentaires, bien évidemment, ils sont toujours les bienvenus. Et puis, bien évidemment, donc vous n'hésitez pas à faire un don pour soutenir le développement de cette chaîne. Donc la prochaine fois que je vais visiter un musée, je ferai peut-être une vidéo plus importante. En tout cas, là, c'est clair qu'on va vraiment faire des vidéos de terrain à partir du mois de janvier, une fois par mois. Je reviens d'un séjour un peu prolongé dans le saillant d'Ypres. J'ai acquis pas mal de documentation complémentaire à celle que j'avais parce que je pense que je vous ferai une vidéo sur le saillant d'Ypres pour commencer parce que c'est un lieu qu'on oublie beaucoup dans la mémoire collective de la Première Guerre mondiale alors qu'il est très important quand je dis mémoire collective française de la Première Guerre mondiale alors qu'il est très important quand même
pour l'armée française à au moins 2 reprises, sinon 3. Donc je pense que la première émission que nous ferons sur le terrain, ce sera sur le saillant d'Ypres. Donc n'hésitez pas à abonder pour faire un don parce que ça nous permettra d'acheter donc de la doc et puis du matériel pour pouvoir faire des tournages en extérieur de qualité. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de soutien. C'est avant tout pour que techniquement on s'améliore et qu'on vous propose des choses plus péchues. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour parler du conflit sino-japonais. Et puis bien sûr, hein, ceux qui font des dons, quel que soit le montant de ces dons, vous recevrez le PDF sur Hamburger Hill en 1969. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et petit détail important pour le week-end, puisque nous arrivons sur la fin octobre, début novembre. Ça, c'est un de mes vieux soucis d'adhérents du Souvenir français. Vous allez voir dans les cimetières communaux autour de chez vous, et j'espère dans chacun des cimetières que vous visiterez pour visiter les tombes de vos familles, vous verrez des gens du Souvenir français faire la quête. Hein. N'hésitez pas à donner parce que ce sont ces fonds qui permettent d'entretenir les tombes dans les carrés militaires des villes. Hein, la France a cette particularité qui est un peu imbécile en 2023, je pense, c'est d'avoir des nécropoles nationales qui sont gérées par l'État, mal, plus ou moins mal. Hein, j'en ai encore visité une la semaine dernière. En comparant avec celle des États-Unis ou de Grande-Bretagne, c'est ni fait ni à faire. Et ça, c'est l'État qui s'en charge tout seul avec nos impôts, bien évidemment. Et puis, nous avons les carrés militaires municipaux qui sont à la charge des villes, des municipalités. Vous savez que les villes, aujourd'hui, avec la fin des impôts locaux, ont des budgets qui ont été réduits. Et en partenariat avec les municipalités, c'est le Souvenir français qui abonde à l'entretien de ces tombes. Donc vous n'hésitez pas à donner même quelques euros dans les quêtes que vous croiserez en allant sur la tombe de vos familles à l'occasion de cette Toussaint, parce que vraiment c'est très très important. En moyenne, on compte à peu près, si ma mémoire est bonne, presque 200 000 tombes qui sont à la charge. 200 000 tombes de par le monde, hein, parce qu'il y a des tombes qui sont à l'étranger, 200 000 tombes qui sont à la charge entière ou partielle du Souvenir français. Donc surtout, vous n'oubliez pas, 1 ou 2 euros, ce sera toujours ça de prix pour pouvoir entretenir les tombes de nos glorieux anciens. Voilà. Merci à vous tous. À la semaine prochaine.